Et il mettait une ceinture et des bretelles pour être sûr que ses valeurs, elles tombent pas. Toutes les portes s'ouvrent, François Florent s'évanouit. T'es satisfait de ta vie aujourd'hui? Je pense par exemple que le courage est contagieux. Elle n'aurait pas baissé les bras, elle aurait fait comme ça. La vraie question pour moi, c'est est-ce que tu as fait au mieux de ce que tu as pu? La chose que tu penses indispensable que tout le monde devrait transmettre à ses enfants? Je me dis, mon Dieu, mais cette vie va disparaître. Je pense qu'avant de parler de ce que ça marche pas, déjà, ça peut marcher. Pour transmettre, il faut donner à connaître. Fais ton parcours, mais ne t'oublie pas. La mémoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est quoi mon héritage? Ça me rend fou de bonheur, quoi. Il me donne de la gomina, un flingue et une veste en cachemire. Et je mets 2 balles par terre. Bon, ça va aller, hein. Tu as besoin de la Bible et de Shakespeare. Pour moi, la transmission est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Bon, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'avoir une personne. Ça me tenait à cœur de la voir dans ce panel autour de la transmission. On s'est rencontrés la première fois à Tel Aviv, puis à Paris récemment, notamment grâce à son fils, que je connais un petit peu maintenant et qui partage ce sujet de la mémoire et de la transmission. Notre invité du jour est amoureux, de manière on pourrait dire obsessionnelle, de la mémoire, de la transmission. Il en a fait sa vie depuis plusieurs décennies maintenant, que ce soit des pièces de théâtre, que ce soit des films, il va nous en parler. Et pour lui, la transmission est possible grâce à la culture, car finalement la culture c'est le seul endroit où on peut lâcher prise. C'est un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui, Steve. Bonjour. Bonjour et merci. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu compléter cette rapide présentation? J'ai un parcours d'autodidacte. Rien ne m'amenait à la culture, puisque je suis un fils et un petit-fils de boucher. Mon grand-père était chevillard en Tunisie, et quand il est venu à Paris, en 1952, il a monté la première boucherie cachère, rue Richer. Et c'est le premier qui a mis une étoile de David en 1952. Il s'est fait frapper, raqueter, ça a été un peu long. Et il s'est imposé, et après il a fait venir ses frères et sœurs en leur ouvrant des boucheries, en se battant alors qu'ils ne savaient pas lire et écrire, à monter cette chaîne de boucheries. Et en grandissant, il voulait forcément que je reprenne le flambeau avec mes oncles. Il y a quelque chose qui m'embêtait là-dedans, c'est-à-dire peut-être de recevoir un cadeau ou peut-être de faire un métier qui ne me faisait pas rêver. Donc j'y allais parce que sa personnalité à lui me faisait rêver, dans le sens où c'était quelqu'un de droit dans ses bottes. Il avait comme femme une femme incroyable, qui l'admirait beaucoup, qui le soutenait, et il avait comme maîtresse son travail. Et il mettait une ceinture et des bretelles pour être sûr que ses valeurs, elles tombent pas. Et il partait à la boucherie à 4 h du matin, et je le suivais jusqu'à 8 h où aller à l'école. Et il me fascinait parce qu'il avait tout dans la tête. Et comme il n'avait pas d'instruction, il était à l'affût de tout à 3000 degrés, pour vraiment accomplir sa mission et d'entrepreneur et de père de famille. Donc j'ai été fasciné par ce personnage, et à un moment donné il m'a demandé de reprendre et je lui ai dit non, et il s'est fâché et je suis parti et je suis allé travailler à Rungis où j'avais 15 ans et j'allais porter 8 tonnes de viande la nuit entre 4 h et 8 h, le moment où les camions sans circulation remplissent les frigos des boucheries, pas cachères. Et je gagnais 500 francs en espèces. Tous les soirs, j'étais dans le camion, et l'après-midi, pour pas m'endormir, j'allais dans le cinéma de mon quartier, rue du Faubourg-Montmartre, et j'allais regarder des films. Je rentrais par la porte de derrière. Et j'avais vu 2-3 films comme ça qui m'avaient marqué, comme Il était une fois l'Amérique ou Le Parrain. Et le soir, dans le camion, j'avais appris les dialogues par cœur, puisque je les avais vus 40 fois, 50 fois. C'était pour éviter de dormir. J'étais à côté d'un camionneur qui faisait 120 kilos, qui avait 6 enfants. Et un soir, il me dit, écoute, je crois que j'en ai vraiment marre de t'entendre pendant 4 heures réciter des dialogues d'un film que j'ai pas vu. Donc j'ai fait un truc. Je t'ai inscrit dans une école, j'ai payé 120 francs. Tu vas passer un concours. Il y en a 10 qui sont pris sur 1500, donc je pense pas que ça va le faire. Mais tu le passes, et après, je t'entends plus. On est en quelle année là? On est en 85. Et je vais au café qui est en face des Folies Bergères. Et la métaphore est jolie parce que dans mon quartier, rue Richer, il y avait des Folies Bergères, donc avec des danseuses, un théâtre. Du côté gauche, il y avait tous les honnêtes commerçants, les épiciers, les bouchers, tous les gens qui venaient d'Afrique du Nord. Et du côté droit, vers la Boule Rouge, il y avait tous les voyous. Ils allaient dans le même resto, ils ne mangeaient pas dans la même salle. Et j'étais fasciné par l'honnêteté des commerçants qui travaillaient 15 heures par jour.
Et j'étais en émoi devant le charisme des voyous qui ne travaillaient pas, qui avaient des sublimes tenues, des sublimes femmes, des parfums de partout, des voitures. Et je me demandais comment je pouvais avoir la vie des deux, en fait. Et donc je vais dans ce café, qui à l'époque était tenu par Sami Suède. Et je lui dis, voilà, je dois passer une interview et c'est une audition, je crois. Il me faut une veste en cachemire, de la gomina et un flingue. Il me donne de la gomina, un flingue et une veste en cachemire. Et j'arrive à l'île Saint-Louis où il y avait l'école Florent et je monte là. À l'époque, c'est Yvan Attal qui m'ouvre la porte. C'était les anciens élèves qui ouvraient la porte aux nouveaux possibles reçus. Et j'arrive et j'ai deux mecs, François Florent et Francis Huster, et je leur dis bonjour. Qu'est-ce que vous passez comme scène, me demande François Florent. Je lui dis la scène du Parrain 2, où en fait il y a Al Pacino qui est en face de sa femme et elle lui dit qu'elle va avorter parce qu'elle ne veut plus faire un fils de voyou. Et il me dit ben, vous descendez, vous vous faites rembourser, vous partez quoi. C'est une école de théâtre ici, c'est pas une école de cinéma. Je dis excusez-moi, je suis pas allé à l'école, j'ai jamais lu une pièce de théâtre. Donc moi voilà, j'ai appris ça quoi. Non, non, vous descendez, vous allez vous faire rembourser, vous partez. Et Huster dit laisse-le passer, c'est pas grave, ça va durer 3 minutes, laisse-le passer. Et me voilà parti pour ma scène. Et pendant que je passe ma scène, leur grande technique que je ne connaissais pas, c'était de parler pour me déconcentrer. Et pour moi, quand on parle, quand quelqu'un fait quelque chose d'autre, c'est un manque de respect. Et donc 2-3 fois dans la scène, je me retourne vers eux et je fais... Et à un moment, ils continuent à parler, ils parlent de plus en plus fort. Et là, je sors le pétard et je mets 2 balles par terre. Toutes les portes s'ouvrent, François Florent s'évanouit. Huster me dit « Ah !» On a tous les élèves qui arrivent et qui me disent « Mais va-t'en, 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 va-t'en !» Et j'ai fait 2 trous dans le sol comme ça, quoi. Mais je savais même pas qu'il était chargé, en fait. Et je me casse, et je rentre dans ma chambre de bonne, et je suis un peu perturbé. Et 2 jours après, j'ai un message à 8h du matin sur les téléphones d'avant, qui étaient des téléphones répondeurs. Et il y a la voix de Francis Huster qui me dit bon, c'était une audition un peu particulière, mais je vous prends en classe libre, donc vous êtes mon élève. Voilà, et ça a commencé comme ça. Je suis devenu son élève, je ne suis pas resté longtemps, j'ai galéré comme acteur, et 25 ans après, j'ai eu les droits d'Il était une fois le Bronx par Robert De Niro, et il m'a demandé d'être l'acteur de ma mise en scène. Et on a fait 30 pièces ensemble, et à ce moment-là, comme mes copains me charriaient, ils me demandaient si j'avais une partouze avec Molière, et qu'est-ce que j'avais alors que mon grand-père me proposait 5 boucheries, d'aller apprendre des textes et des phrases par cœur. J'étais un débile mental. J'ai pris conscience en fait que mes vrais amis, qui ont remplacé mes amis qui sont partis parce que c'est devenu des voyous, qui sont partis dans le ciel donc, c'est devenu les personnages de romans, les personnages de films. J'avais l'impression d'être copain avec le mec de Cinéma Paradiso, que le mec de Il était une fois l'Amérique, c'était mon cousin, que Cyrano, c'était un vrai pote parce qu'il avait mis des mots quelque part où je sentais ça, mais j'avais pas les mots, moi. J'avais 12 mètres carrés de chambre de bonne, et il n'y avait que des livres partout. Et le seul truc que j'avais, c'est de rentrer le soir, de m'enfermer, de lire un livre, et de voir si ça pouvait devenir mes potes, s'ils pouvaient avoir une vision que j'allais pouvoir suivre, s'ils pouvaient me donner des conseils, si je me sentais proche d'eux ou loin d'eux. Et je me suis enfermé là-dedans, comme quelque chose qui pouvait me sauver la vie. Et donc malheureusement, j'ai renforcé l'idée de ne pas me faire comprendre par grand monde, mais j'ai trouvé un truc qui m'a sauvé dans tous les sens du terme. Tu viens des boucheries Berbèche et aujourd'hui tu nous parles de livres et de pièces de théâtre et de culture et d'art. D'où ça te vient, ce rapport à l'art finalement, qui n'était pas du tout présent dans ce que tu nous as raconté de ta famille? Quand je suis rentré la première fois, c'était rue du Faubourg-Montmartre, ça s'appelait René Château, et j'ai vu Il était une fois l'Amérique. Et c'était des mecs un peu comme nous, des petits mecs de la rue, qui voulaient absolument réussir pour devenir les princes et les seigneurs de leur quartier, de leur famille, les sauveurs. Je suis ressorti en me disant, c'est incroyable quoi. Il est amoureux d'une fille, il lui récite le cantique des cantiques, et elle va finir par tomber amoureuse du mec qu'elle détestait quand elle était petite, uniquement parce qu'il a beaucoup de fric. C'est incroyable. C'est peut-être ça, quoi, la leçon. Et tout d'un coup, je me suis accroché à ça, parce qu'ils avaient les mots, et parce qu'ils avaient les sensations que je ressentais. Et je me disais, mais en fait, il y a un message là-dedans. Il y a un truc à comprendre. Il y a une maturité. D'ailleurs, après, je n'ai fréquenté que des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, dans tout.
Parce que j'avais besoin de maturité, j'avais besoin de profondeur, j'avais besoin d'intellect, pas pour être un intellectuel, mais pour tout d'un coup nourrir mon envie d'apprendre, mon envie de comprendre. Parce que pour moi, comprendre, c'est aimer. Donc mon envie d'aimer la vie, parce que je ne l'aimais pas beaucoup. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais voilà, c'est magnifique. Je suis rentré par la porte de derrière dans un cinéma, il n'y a que des vieilles personnes, il n'y a que des couples, il n'y a pratiquement que des gens tout seuls, il est 4h de l'après-midi, les gens rigolent, les gens pleurent, les gens sont transparents, il n'y a plus de filtre. On voit l'authenticité des gens, ils ne peuvent pas tricher. Mais c'est ça le vrai truc, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça la vraie vie, c'est ça l'amour. Tu dis que comprendre, c'est aimer, et pour autant, tu dis qu'il y a beaucoup de personnes qui ne t'ont pas comprise. Notamment ta famille au début, quand tu es parti de la boucherie. Est-ce que finalement, ils ne te comprenaient pas forcément, mais il y avait quand même l'amour? Bien sûr, mais ça, j'ai mis 10 ans ou 15 ans de thérapie à le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été humilié qu'ils ne me fassent pas confiance, mais ce n'était pas pour eux pas me faire confiance. Ils avaient peur pour moi. Comment un fils de boucher veut pouvoir prétendre rentrer dans le showbiz alors qu'on fait ça de père en fils, par piston, par réseau? Parce qu'ils pensaient ça, et ils avaient raison de penser ça. Donc j'étais voué à l'échec. Mon grand-père, une fois, il me regarde et il me dit « C'est très bien ton truc. Demain, tu rencontres une femme, tu veux te marier, tu lui dis « Attends, tu vas aller faire un casting, on va voir si on peut manger ce soir. » Voilà, j'ai mis longtemps à accepter que c'était pas m'humilier ou pas croire en moi, que c'était de la peur. Et en fait, ils s'étaient battus toute leur vie à essayer de me fabriquer un avenir, sans que je commence de zéro. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je les aime d'autant plus. Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis, tes parents? Aujourd'hui, ma mère, qui est un peu fatiguée par son parcours incroyable, quand elle se lève le matin, elle touche le carreau. Et suivant la froideur du carreau, elle prépare les habits de mon père. Moi, je trouve ça incroyable. Je veux dire, ça m'a fait mettre l'amour à un point inaccessible, presque. Quand je regarde mes parents, ils peuvent s'engueuler, une seconde après, il n'y a plus rien. Ils sont devenus partenaires. Ils se donnent la main dans tous les sens du terme. Et donc ça, c'est forcément dans l'époque dans laquelle on vit. Impressionnant, fascinant, pur, bouleversant, des fois drôle. Mais forcément, c'est le sens de la famille, c'est le sens d'aimer son prochain, c'est le sens de garder des valeurs quoi qu'il arrive et de ne pas oublier ses rêves d'enfant, c'est tout ça quoi. À l'heure du digital, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout va toujours de plus en plus vite. Est-ce que tu penses que la transmission, elle peut se faire? Et est-ce qu'elle est d'autant plus importante de se rattacher à ces valeurs, à ce qui nous tient dans nos tripes, à l'heure où, encore une fois, tout va très vite, on a accès à tout et finalement à pas grand-chose à la seconde dans sa poche? Il y a une dernière évaluation à Harvard. Ils ont interrogé 30 000 jeunes entre 18 et 30 ans, de physique pas moche, et ils leur ont posé des questions sur ce que c'était une relation à deux, par exemple. 39% préfèrent avoir une relation virtuelle. Donc forcément pour moi, la richesse, par exemple je suis papa, et je pense que c'est la plus belle chose de ma vie. Il n'y a pas un matin, il n'y a pas une heure où je ne pense pas à mon fils. C'est pas de lui laisser des sous, de lui laisser une réussite, de lui laisser un nom de famille. C'est de passer du temps à parler avec lui. Alors que j'aime pas le téléphone, quand il est loin, je passe 1 heure à parler avec lui. Alors que mes correspondances ou mes coups de fil durent 20 secondes. Parce que je suis plutôt dans ce que je fais que dans ce que je dis. Eh ben, voilà, pour moi, c'est de passer du temps avec lui. Et en vieillissant, c'est de passer du temps avec mes parents. J'ai déjà un petit regret de ne pas l'avoir fait assez. Tout ça, c'est des choses où on pourrait te dire, dans le monde d'aujourd'hui, t'es ringard en fait, t'es un mec très très à l'ancienne. Ça se passe pas comme ça aujourd'hui. Faut faire du réseau, faut se morpher, faut jongler, ça se traite. Tu vois, une relation, ça se traite. Ouais, sûrement. Moi, je sais pas traiter. Qu'est-ce que tu veux absolument transmettre à ton fils, Ethan? D'avoir le courage d'être lui, le plus vite possible, mais à la fois le plus lentement possible. C'est très compliqué. C'est-à-dire de ne pas faire comme moi ou de ne pas faire comme quelqu'un qu'il admire, mais de prendre son temps, mais de cette expérience qu'on vit de vie, nous, elle est unique, il n'y a personne qui est redescendu. On va la vivre une fois. Donc si on ne la vit pas en étant vraiment nous, si on ne peut pas être avec quelqu'un d'autre comme on est tout seul, c'est quoi l'intérêt? On va se fatiguer à jouer des rôles. Moi, je ne la vois pas l'intérêt, mis à part être malin.
ce qui est quelque chose de formidable dans de la stratégie, dans de la carrière, dans du réseau. C'est super tout ça, mais ça me fascine pas. Moi, ce qui me fascine, c'est les gens qui travaillent sur eux tout le temps, qui se remettent en question tout le temps, sans s'épuiser pour le temps, mais c'est un vrai travail et qui évolue. Pour continuer sur la transmission à ton fils, est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite, sûrement plein, mais est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite que tu veux absolument pas que ton fils reproduise dans sa vie à lui? J'allais travailler pour lui construire un avenir souvent, ou pour qu'il n'ait pas à galérer comme moi, et je passais moins de temps avec lui. C'est une connerie. Il avait besoin que je passe du temps avec lui. Et que je travaille pour moi et pas pour lui. Après, si tu lui laisses un toit, c'est toujours mieux. Mais c'est pas ça le vrai héritage. Le vrai héritage, c'est de donner tout ce que tu as dans le ventre, de vision, d'envie, de rêve, d'énergie. Je pense que c'est des choses contagieuses. Tu as fait avec ton fils ce que tes parents ont fait avec toi? Ouais. Te préparer un avenir? Ouais. Mais je pense par exemple que le courage est contagieux. Je pense qu'un enfant qui grandit dans une maison, par rapport à des situations, il voit ses parents réagir. Il voit ses parents avoir une attitude. Et donc après, même inconsciemment, c'est ce qu'il a appris. Alors des fois, il fait tout le contraire, parce que ça ne lui plaît pas ce qu'il voit. Mais des fois aussi, il se dit, tu vois là, mon père ou ma mère, elle n'aurait pas baissé les bras, elle aurait fait comme ça. Et tout d'un coup, c'est le premier héritage que tu lui donnes. C'est ton attitude, c'est ton comportement, c'est la façon dont tu prends les choses, c'est la façon dont tu essayes, avec ce que tu es, de faire du mieux que tu peux. Ça, c'est une notion très importante pour moi. C'est quoi l'héritage de tes parents? Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et je trouve ça formidable. C'est comme quand tu finis une journée, tu peux te dire « j'ai pas été là finalement, je suis pas passé là, j'ai pas vu ce truc-là, j'ai pas vu ce truc-là, j'aurais pu faire ça ». La vraie question pour moi, c'est est-ce que tu as fait au mieux de ce que tu as pu? Si tu as fait au mieux de ce que tu as pu, ça va, fous-toi la paix. Si tu n'as pas fait au mieux de ce que tu as pu, peut-être que demain tu peux pousser un peu, quoi. Est-ce que, à travers toutes les pièces de théâtre, les films, même les opéras que tu as fait, il y a un fil rouge? Souvent, ce qui me fascine, et en tant que spectateur et en tant que metteur en scène ou producteur, c'est de prendre quelqu'un d'ordinaire qui a envie d'avoir une vie extraordinaire. Parce que je pense que c'est le cas de tout le monde. Ce qui m'intéresse profondément, c'est l'humain. C'est-à-dire que là, je suis devant des caméras. J'ai dû faire 4-5 films et 8-9 téléfilms. Jamais j'ai fait de storyboard. Ce qui m'intéressait, c'est d'aller choper chez mes acteurs, avec mes créateurs, un truc à lui unique, une émotion. Je leur disais le matin, ils arrivaient, je leur disais « fais-moi la scène ». Et suivant leur humeur et leur état, c'est moi qui allais chercher. La technique ne m'intéresse pas, même dans la vie. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qu'on va chercher, comment on pousse, comment on se dépasse, et comment on trouve un endroit où tout d'un coup on se dit « voilà, ça a du sens ». D'où vient ce côté énervé, ce côté animal, ce côté trip, ce côté intuition que tu as? Poussé à l'extrême, on peut dire. Je pense que quand tu as envie de créer, quand tu as envie de trouver des choses, quand tu as envie d'appuyer sur des choses, ou dans ta tête d'artiste, tu peux aider le monde, ou tu peux le changer dans ta tête, ou tu peux y contribuer. Il y a quelque chose qui te met tout le temps en état d'urgence pour te dépasser, comme si tu n'étais jamais content de toi. Et des fois, c'est un truc qui est vraiment chiant, hein. Et pour les autres et pour toi, j'ai ça. Pour revenir à notre sujet de transmission, quelle est la chose que tu penses indispensable que tout le monde devrait transmettre à ses enfants? Ce qu'ils ressentent en tant que père ou mère, et dégager cette pudeur dont on a tant souffert dans les anciennes éducations, et on se dit jamais les mots. Moi j'ai écrit « Je t'aime » à ma mère tous les 28 mai, qui est le jour de son anniversaire, et j'ai fait pareil avec mon père sur un papier. Je sais qu'ils ont gardé tous les cartons de tous les anniversaires depuis 40 ans. Je ne l'ai jamais dit en face. Et je dis ça à mon fils en face 3 fois par jour. Donc je répare. Est-ce que tu penses qu'on peut transmettre si on n'a pas d'enfant? Ouais. Il y a un très très beau film qui s'appelle Lion. Sublime film. Où tout d'un coup il y a un couple qui peut avoir des enfants mais qui trouve qu'il y a tellement de pauvreté dans le monde qu'il décide d'en adopter un, 2. Et il y en a un des 2 qui est adopté et qui pendant tout le film va chercher le petit village où il est né parce qu'il ne se souvient plus. Et il a besoin de savoir d'où il vient pour savoir où il va. Et ces gens qui l'ont adopté, qui lui ont donné les moyens de vivre,
Ils disent mais on est avec toi à fond. Bien sûr que de ne pas pouvoir transmettre ou de ne pas avoir eu la chance de transmettre ou de ne pas se dire peut-être il y a trop de misère dans ce monde, qu'est-ce que je vais aller faire à un enfant? Il y a moyen de donner ça ailleurs et autre part. Bien sûr que oui. On ne peut pas juger ça. On ne peut pas avoir une idée précise là-dessus. Chacun a sa dose d'amour qu'il va donner à sa façon. En amont de cet entretien, je t'avais demandé éventuellement d'avoir un petit texte sur la transmission. Est-ce que tu aimerais nous le lire? Ouais. Mon père, qui était comme mon grand-père, qui a du mal à lire et qui ne sait pas très bien écrire, me disait un petit poème quand j'étais petit qui s'appelle « Le laboureur et ses enfants ». Voilà. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla, sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage, d'argent point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Jean de La Fontaine. Merci Steve. Merci, merci à toi, merci à vous. Merci. Merci.